Saladin est un jeu de duel qui est conçu donc pour 2 personnes uniquement. C'est un jeu de Denis Sauvage, il a été illustré par Ulrich Stahl et Nicolas Roblin et il est édité par Chakos. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 manières différentes d'après 2 scénarios qui sont contenus dans le livret de règles. Le premier représente la bataille de Hattin, qui est sur ce plateau-là, et si on veut jouer la bataille d'Arsouf, on retourne le plateau pour avoir le deuxième scénario. C'est donc un plateau recto-verso. Pour commencer, pour la première partie, il est conseillé de jouer sur la bataille d'Arsouf, qui est plus accessible en termes d'apprentissage des règles et de stratégie. Ensuite, chaque camp va avoir un lot de cartes pour chacun des scénarios disponibles. Un lot de cartes qu'on va appeler des bannières, qui va représenter les différents commandants des armées que nous allons contrôler. Détaillons donc tout le matériel. Dans un premier temps, on va parler du plateau central qui représente la bataille de Hattin. La bataille de Hattin qui s'est produite en premier dans l'ordre chronologique, mais il y a un deuxième scénario que l'on peut jouer qui se trouve au verso, qui est la bataille d'Arsouf, qui est ici. Et c'est sur ce plateau-là que je vais faire l'explication des règles, puisque les règles nous conseillent, pour notre première partie, de commencer sur ce plateau, car il est plus accessible en termes de règles et de stratégie. Donc on va rester sur celui-ci. Ensuite, chaque camp dispose de 2 types de cartes. Par exemple, Saladin, ici, on voit il y a plusieurs cartes qui représentent ses commandants, ainsi que ses troupes, et elles sont chacune associées à un scénario. Ici, le scénario d'Arsouf, avec ce logo-là, et ici, le scénario de la bataille de Hattin. Donc là, pour le scénario d'Arsouf, on va commencer par prendre les cartes qui correspondent à chacun des camps. On fait la même chose, donc, pour la bataille de Hattin, par exemple, eh bien, c'est Lusignan qui va diriger les troupes des croisés. Et pour la bataille d'Arsouf, celle qu'on va regarder aujourd'hui, ce sera Richard. Voilà pour les bannières. On va pouvoir passer au reste du matériel. De chaque côté, ici, nous avons une réserve d'ordre, ces petits jetons, comme ceux-ci, qui sont disponibles pour tous de chaque côté, qui vont nous permettre de représenter les actions que l'on va effectuer au cours de la partie. Puis nous avons ici, là, ces petites barrettes de bois qui sont appelées donc des lances. Ça représente en fait toutes les troupes qui sont commandées par l'une des cartes que nous avons là. Ce sont donc les lances dans le jeu. Nous avons aussi des dés de combat qui vont nous permettre de résoudre nos combats. Et il y a un marqueur spécifique pour chaque camp qui va être utilisé, celui-ci pour le scénario d'Arsouf et celui-ci pour le scénario de Hattin. Celui-ci étant rouge ira pour les croisés, et le marqueur de feu qui est ici est pour les Ayyoubides. Donc comme on n'en a pas besoin pour ce scénario, on va le remettre dans la boîte. Je garde la boîte à portée, puisqu'elle fait partie aussi du matériel qu'on va utiliser durant la partie, lorsque nous allons perdre certaines de nos lances et perdre certains désordres, on les remettra directement dans la boîte. Voilà pour le matériel. Donc maintenant, on va passer à la mise en place du scénario. Chaque scénario est accessible dans la règle du jeu et nous donne la mise en place spécifique. Donc ici pour la bataille de Hattin et ici pour la bataille d'Arsouf. Chacun a des règles spécifiques qui vont s'appliquer. On y reviendra, mais on suit la mise en place qui est recommandée. Donc on a ici l'état du plateau tel qu'il doit être à la fin de la mise en place. Donc je vais faire cette mise en place tout de suite. Voilà, grâce à la magie du montage, je vous ai épargné la mise en place. Elle est faite et c'est ainsi que ça se met en place pour la bataille d'Arsouf en tout cas, sachant qu'il va rester des lances côté Ayyoubides ainsi que côté croisé et qu'il restera un ordre pour chacun disponible. Tout cela, on les range dans la boîte. Ils ne seront pas utilisés pour ce scénario, puisque toutes les conditions d'utilisation et toute la mise en place est expliquée dans le scénario. Une fois que la mise en place est faite, eh bien, il suffit de suivre les règles du scénario pour savoir qui commence. Mais avant de savoir qui commence, eh bien, on va définir un peu toutes les règles. Pour commencer, déjà, voyons comment remporter la partie. L'un des 2 camps remporte la partie au moment où le camp adverse n'a plus aucun ordre disponible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, on va perdre des ordres, mais les perdre définitivement. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus du tout disponibles de toute la partie. À chaque fois qu'on perd un ordre, on le retire et on le remet dans la boîte du jeu
c'est pour ça qu'elle est utile et qu'elle reste à côté. On peut mettre nos ordres ainsi que les lances que l'on perdra au fur et à mesure de la partie dans la boîte. Une fois qu'un des deux camps a réussi à envoyer tous les ordres du camp adverse dans la boîte du jeu, ce camp-là est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est-à-dire si les deux camps tombent à court d'ordre au même moment, on va déterminer l'égalité en prenant celui qui avait le plus d'ordre lors du dernier tour, juste avant la fin de la partie, en comptant ceux qui lui restaient en réserve et ceux qui lui restaient dans sa défausse, qui sont ces deux zones-là, la réserve ici et la défausse, qui est un peu plus haut de cette manière-là. Et si l'égalité persiste toujours, puisque chacun avait le même nombre juste avant la fin de la partie, on va compter le nombre de lances qui restent sur le plateau, ici, même celles qui n'ont plus de bannière, on y reviendra tout à l'heure. Donc toutes les lances restantes sur le plateau sont comptées. Celui qui en a le plus remporte la partie. Et si l'égalité persiste, eh bien la victoire est partagée. Il faudra refaire un match pour refaire l'histoire. Voilà, maintenant que l'on sait comment est-ce que l'on gagne la partie, voyons comment est-ce que l'on joue. Donc chaque tour de jeu va être décomposé en 4 phases distinctes. La première est appelée la phase de chaos. Elle est ignorée lors du premier tour de la partie. On ne l'applique qu'à partir du deuxième tour. Lors de cette phase de chaos, chaque camp va remettre un ordre automatiquement dans la boîte du jeu, plus un ordre par bannière qu'il aura perdu. Donc, expliquons tout de suite comment est-ce qu'on perd des bannières. Une fois qu'une bannière tombe à court de lance, donc que toutes les lances qui composent cette bannière, ici par exemple, nous avons la bannière de Naplouse, qui est reliée donc à cette carte ici, qui est Naplouse. Une fois que toutes les lances sont éliminées, la bannière en question va chez l'adversaire pour signifier qu'il a vaincu cette escouade. À partir de là, lors du tour de chaos, lors de la phase de chaos, ce sera donc un jeton de base, donc on va prendre quand même ceux des croisés, vu que c'est eux qui ont perdu, un jeton de base plus un par bannière en possession de notre adversaire. Donc là, s'il avait cette bannière-là en sa possession, je remettrai 2 jetons au début de la phase de chaos, mais uniquement, je le rappelle, au début du second tour. Lors du premier tour, cette phase est ignorée, on ne perd pas d'ordre, on commence avec nos ordres, avec tous nos ordres disponibles. Une fois que tout le monde a remis le nombre d'ordres nécessaires dans la boîte, on passe à la phase 2 qui est la phase d'initiative. C'est à partir de ce moment-là qu'on va décider qui va jouer en premier entre les deux camps. Le moyen de le faire est de compter combien il y a d'ordres disponibles entre les deux camps, et c'est le camp qui a le moins d'ordres à sa disposition, d'ordres disponibles, qui commence la partie. Sur ce scénario, par exemple, il est précisé que, en cas d'égalité, si on a le même nombre d'ordres, ce sont les croisés qui commenceront la partie. Sachant que pour ce scénario, les croisés ont déjà un ordre de moins de disponible, puisque l'ordre qu'il leur reste est ici à Arsouf, ce sera les croisés qui commenceront le premier tour. Une fois que l'on a défini qui jouait, on passe donc à la phase 3, qui est la phase des activations. Et ça, c'est le cœur du jeu, c'est ici que les batailles vont avoir lieu. Lors de cette phase, on va devoir activer nos bannières qui sont présentes ici, décider de les activer, effectuer les actions qui sont listées dessus, on va les détailler, et une fois que toutes les bannières présentes ici ont été activées, donc les bannières du chef de guerre, par exemple Richard et Saladin sont les chefs de guerre, ces cartes-là, c'est pour ça qu'on les met un petit peu à côté pour bien les distinguer des chefs de guerre, les chefs de guerre des bannières standards, qui sont sous le plateau, qui représentent chacune des bannières qui sont présentes ici avec les lances qui sont liées. Une fois que toutes auront été activées au moins une fois, alors comment est-ce qu'on le sait? Une fois qu'elle est activée, on va la retourner tout simplement. Voilà, on sait, la couleur au dos change, la couleur est différente du fond, entre quand elle est disponible ou activée, voilà. Et une fois qu'elles auront toutes été activées, on peut passer. Une fois que les deux camps ont passé, on passera à la dernière phase, qui est la phase de redéploiement. On en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, concentrons-nous maintenant sur ce cœur du jeu, sur les actions que l'on peut faire et sur comment se joue cette phase d'activation. Pour savoir comment faire ces différentes activations, il est important de comprendre comment fonctionnent les cartes et comment les lire. La carte du chef de guerre est la plus facile à lire puisque
C'est une action qui n'implique personne, aucune de ses troupes sur le plateau. Elle n'implique que le chef de guerre. Elle a 3 actions possibles. On choisit une de ces 3 actions, et seulement une. Et une fois que l'action est effectuée, on retourne la carte pour dire que qu'elle a été activée. Donc, le chef de guerre, c'est très simple. Par exemple, ici, récupérer un jeton d'ordre qu'on aurait défaussé. Donc, si j'ai un jeton dans ma défausse, je peux le ramener et le rendre disponible. Rajouter un dé, ce logo-là, c'est le logo des dés, à toute charge de la bannière de Richard, qui se situe ici, qui est liée avec cette carte-là, ou alors remplacer une lance éliminée. Ça, je vais expliquer aussi tout à l'heure comment est-ce qu'on peut remplacer les lances, puisque plusieurs personnages ont cette capacité de récupérer des lances. Ensuite, on prend les bannières, et elles ont aussi leur propre manière d'être lues. En haut, donc, on a le nom du commandant de cette troupe d'armée, son logo qui correspond à celui sur le plateau, pour savoir précisément où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il est placé, et ensuite, on a ici différentes icônes. Cette icône-là indique la bannière que je peux attaquer, celle qui est en face de moi. Donc là, par exemple, je ne peux attaquer que, comme il n'y en a qu'une, je ne peux attaquer que Sulyaman, qui est juste en face de moi. Et à droite, elle indique qui peut m'attaquer en retour. Ici, ça m'indique que Sulyaman uniquement peut m'attaquer. Il y a aussi des petits icônes qui sont mis à côté, là, et qui indiquent en fait quels sont les types d'attaques que l'on peut effectuer, ou les types d'attaques dont nous pouvons être la cible, tout simplement. Quand c'est jaune quand c'est jaune de cette manière-là, ça représente des attaques à distance, ça représente en fait cette zone de notre carte, voilà. Et quand c'est blanc, avec une petite étoile à l'intérieur, ça représente ces attaques-là. Donc ça, ce sont des attaques qui se font à distance, et ça, ce sont des attaques qui se font au corps à corps. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, justement, quand je vais détailler ces attaques. Et il y a un icône supplémentaire, qui est ici, en vert, qui indique que ça peut être une réaction. Les réactions sont très importantes, puisqu'elles vont pouvoir modifier et annuler l'attaque en question, faite par notre adversaire. Une fois qu'on sait comment lire ces cartes, savoir qui est-ce qu'on peut attaquer, quelles sont les actions qu'on va faire, eh bien voyons les actions en elles-mêmes, tout simplement. On choisit une des actions selon que l'on est à distance, que l'on est désengagé, on appelle dans le jeu désengagé, ou alors selon que l'on est engagé. Comment lire ces actions? À gauche, le coup en ordre, le nombre d'ordres qu'il va falloir défausser pour pouvoir effectuer cette action. Une action à 0, bien entendu, est gratuite, mais elle est très souvent pénalisante. Hop. Ensuite, nous en avons donc par exemple celle-ci. 1. Tenir, il ne se passe rien. Là, ça permet de tout simplement ne rien faire, ne pas déplacer nos troupes, ne pas utiliser d'attaque, ne pas subir d'attaque si on n'a pas le choix. Ensuite, nous avons ici par exemple la charge pour 2. Donc ça, c'est très intéressant de savoir comment fonctionne cette manière de lire les choses. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc tout simplement, ici, je fais une charge, je vais utiliser 3 dés contre un dé adversaire, et ensuite, je vais devoir engager mes troupes. Donc ça, c'est thématique. Si je fais une charge, la charge se fait avec les chevaux, par exemple avec la cavalerie ou les hommes qui se mettent à charger, forcément je viens au contact, je charge mon adversaire, donc je vais me rapprocher de lui. Comment se matérialise cette action sur le plateau? Voyons ça immédiatement. Quand on fait nos actions, on annonce à notre adversaire quelle bannière on active, donc là je vais dire à mon adversaire que j'active Naplouse, et que je cible Sulyaman, qui est ici. Ensuite, on vérifie si je suis engagé. Donc là, je ne suis pas engagé, puisque je suis encore à distance. Et si mes troupes étaient placées ici, dans cette zone, qui a un dessous blanc, mes troupes seraient engagées. Donc comme je ne suis pas engagé, je peux utiliser les actions qui sont ici, puisque je suis à distance. Si j'étais engagé, je ne pourrais utiliser que ces actions-là. Ça, c'est un concept à bien retenir, parce que parfois on va vouloir utiliser ces actions alors que nous sommes engagés, et ce n'est pas possible. Donc toujours vérifier la position de nos troupes. C'est valable uniquement pour les croisés, puisque les croisés sont les seuls qui vont se déplacer, comme l'indiquent les petites flèches ici. Il n'y a que les croisés qui vont se déplacer, mais dans tous les cas, même les Ayyubides pourront se désengager, ce qui fera reculer les troupes des croisés sur le plateau. On le matérialise de cette manière. Il n'y a que les croisés qui vont déplacer
leur lance. Donc là, imaginons, je reprends, je fais une charge, ça me coûte 2 ordres, donc je défausse les 2 ordres, je les mets dans la partie supérieure, puis je lance 3 dés de combat contre 1 pour mes adversaires. Donc là, je prends mes 3 dés, mon adversaire prend ses dés, on les jette et on voit les résultats. Chaque camp applique ses résultats qui sont mentionnés ici. Donc, il y a des phases vierges, donc là par exemple les Ayyubides n'ont pas eu de chance, eh bien, ils ne font aucun dégât. Il y a une phase qui représente un ordre, donc là il va falloir que mon adversaire se défausse d'un ordre. Je le combats, il doit se défausser immédiatement d'un ordre, faire glisser l'ordre ici, de cette manière-là. Et ensuite, nous avons des marqueurs, voilà, ces 2 marqueurs-là, qui représentent la perte de lance, 1 ou 2 lances perdues. Là, dans le cas qui nous intéresse, lors de ce résultat de dés, mon adversaire doit donc défausser un jeton d'ordre, puis il doit défausser 2 lances. On défausse les lances, il y a des chiffres en dessous, 1, 2, 3. On les défausse toujours en partant du chiffre le plus faible, donc là 1, et en partant du bas vers le haut. Je défausse 2 lances. Ces lances vont se placer immédiatement ici, sur le côté. Mon tour est terminé, ma carte a été activée, je la retourne. Mais mon tour n'est pas complètement terminé. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas oublier que ici, j'ai un icône qui me dit que je vais devoir être engagé. Donc, je prends toutes les lances qui me sont disponibles, je les déplace, j'engage ma cible, je l'ai chargée, donc je l'engage. Voilà. Et une fois que je suis engagé, mon adversaire, comme moi, ne pouvons plus attaquer qu'en utilisant donc la partie blanche. Mais Naplouse aurait très bien pu, donc je recommence ici, j'annonce une charge, mon adversaire n'a encore pas tout perdu. Voilà. Ça c'est aussi très important de le savoir, quand il y a ce petit logo là, au moment où je dis Naplouse attaque Sulyaman, Sulyaman a la capacité de dire que il fait une action d'interruption ici. Ici, il fait une réaction. C'est une réaction. La réaction permet d'interrompre l'action. Donc là, je dis, je fais une charge, je dépense mes 2 ordres, je demande à mon adversaire de se préparer pour une attaque, et mon adversaire décide de dire, hop, je t'interromps, je fais une esquive. Il défausse un ordre, mon action est complètement annulée, je perds les ordres, enfin ils restent là, mais ils sont dépensés, je ne peux pas les faire revenir, et au lieu, comme l'indique la carte ici de Sulyaman, au lieu de lancer 3 dés contre 1, eh bien on lance 1 dé chacun, ce qui va potentiellement changer la donne. Imaginons, voilà, de cette manière-là, chacun va perdre une lance. De la même manière, on part du bas à gauche, en remontant toujours, et on les place à cet endroit-là. Voilà comment fonctionnent les réactions. Ce petit logo vert, elles interrompent l'action de l'adversaire, lui font perdre quand même les ordres qu'il a dépensés, et sa carte est quand même activée. Donc c'est une action perdue pour les croisés. Alors on remarque aussi que une carte qui a été activée a toujours certaines capacités et peut toujours être utilisée, ce qui veut dire qu'on peut utiliser plusieurs fois une carte sans passer par les autres. La seule qui ne peut pas être activée, qui n'a rien derrière, c'est celle du chef de guerre. Elle n'a jamais rien derrière. Une fois activée, elle ne peut pas être réactivée. Et d'ailleurs, pour plus de lisibilité, à côté de chacune des actions qui sont disponibles de l'autre côté, il y a un petit point noir. Par exemple, ici, la charge, la poussée et le rassemblement seront disponibles une fois la carte retournée. Voilà. Maintenant que j'ai effectué mon tour, mon adversaire fait la même chose. Il décide d'activer une de ses unités, déclare qui est-ce qu'il attaque, et on continue ainsi de suite. De cette manière, les tours s'enchaînent jusqu'à ce que nous ayons tous activé au moins une fois chacune de nos cartes. Voilà. De cette manière, là, je peux décider que je passe. Tant que je n'ai pas toutes mes cartes retournées, que je ne les ai pas toutes activées, je ne peux pas passer. Là, elles sont toutes retournées. S'il me reste des ordres disponibles, je peux continuer de jouer. Mais par contre,
je peux aussi décider de passer. Chose importante, au bout d'un certain temps, on va avoir de moins en moins d'ordre. Alors je vais expliquer comment on les perd précisément, hormis la phase de chaos dès le début, mais on va avoir de moins en moins d'ordre, ce qui veut dire que parfois, il y a certaines bannières qui ne pourront pas être activées faute d'ordre. Si par exemple là, je n'ai plus aucun ordre disponible et qu'il me reste ces 2 bannières à activer, la seule option qu'il va me rester, c'est d'activer une des capacités à 0 disponibles sur ma carte. Je suis obligé de le faire. Là, imaginons, je vais faire une charge incontrôlée. Eh bien, cette charge incontrôlée est pénalisante pour moi puisque je ne lance qu'un seul dé, mon adversaire en lancera 2, et ensuite je serai engagé. De la même manière, si j'étais engagé, donc je le rappelle, si mes troupes étaient engagées, qu'elles étaient ici, de cette manière-là, voilà, et que je ne peux pas jouer, je suis obligé de faire une fuite, ça ne me coûte rien, mais par contre, je suis le seul à me faire attaquer, et je me désengage, donc je reviens ici, après avoir terminé mon mouvement, et après avoir subi les pertes que m'inflige mon adversaire. Alors, comment est-ce qu'on perd des ordres? Hormis en phase de chaos, on va en perdre aussi à chaque fois que l'on va placer 6 lances dans cette zone. Dès que l'on perd notre 6e lance, on perd aussi un ordre, comme c'est rappelé ici. C'est-à-dire que là, si avec Naplouse, j'ai perdu un total de 6 lances, dès que je place la 6e, je retire toutes les lances du jeu. Elles ne seront plus disponibles, c'est-à-dire que les capacités qui nous permettent de récupérer une lance ici ne pourront plus s'effectuer puisqu'elles ne sont pas là. Il faut obligatoirement que les lances soient dans cette zone pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les replacer. Et ensuite, je perds aussi un ordre que je remets immédiatement dans la boîte. L'ordre pour la perte des ordres, si je puis dire, se fait de cette manière-là. On commence par remettre dans la boîte un ordre qui viendrait directement de notre zone d'ordre disponible en premier, et seulement si on n'en a plus du tout de disponible, on vient chercher depuis notre défausse pour le remettre dans la boîte. Et c'est à ce moment-là que, potentiellement, on peut perdre la partie, entre autres, dès qu'on perd 6 lances et qu'on doit remettre les 6 lances avec un ordre dans la partie. Puis, autre manière d'être bien embêté par notre adversaire, à partir du moment où je perds toutes les lances qui correspondent à une bannière, donc là si je les remets par exemple ici, je les ai perdues, ma bannière, comme je le disais tout à l'heure, va à mon adversaire. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que chaque bannière ayant un ou plusieurs adversaires, là si je reprends l'exemple de Naplouse et Suliaman, comme ils ne peuvent s'attaquer que mutuellement, à partir du moment où la bannière d'un des deux côtés est retirée du jeu, qu'elle vient chez l'adversaire parce qu'elle a été vaincue, le vainqueur va retirer aussi sa carte bannière du jeu, il ne pourra plus l'activer puisqu'il n'y a plus d'adversaire à vaincre à cet endroit-là. Par contre, lors de la phase de chaos, il n'aura pas à remettre de jetons d'ordre supplémentaires dans la boîte puisque ses armées sont toujours ici. Et comme je le disais tout à l'heure, en cas d'égalité, même pour ceux qui sont ici et qui ont été retirés du jeu parce qu'ils n'avaient plus d'adversaire, en cas d'égalité, le nombre de lances que l'on compte sur le plateau est toujours valide, il compte toujours. Ce n'est pas parce que la bannière n'est plus là, c'est pas parce que le commandant est parti boire un coup finalement que les armées ne sont pas encore sur le terrain à observer le spectacle. Comme je le disais, certaines bannières peuvent attaquer ou être attaquées par une ou plusieurs bannières. C'est-à-dire que là, par exemple, la bannière de Bourgogne ne peut attaquer que Ala al-Din, qui est ici, mais elle peut se faire attaquer à la fois par la bannière de Saladin, qui est ici, et aussi par Ala al-Din. Donc là, elle peut être attaquée par deux à la fois. Ici, nous avons Ala al-Din, justement, qui lui peut attaquer à la fois la bannière de Bourgogne et la bannière de Henri II, qui est ici, mais qui peut se faire attaquer à la fois par Henri II, par Bourgogne, qui est ici, et par Lusignan, qui est ici. Donc de cette manière-là, on regarde si on a toujours des adversaires à vaincre, si on n'en a plus, si tous les adversaires qui sont notés sur la carte en haut ont été vaincus, on retire notre carte du jeu. Voilà comment est-ce que l'on perd des ordres au cours de la partie.
autre chose très importante à savoir, à partir du moment où on a révélé un pictogramme ici, ça nous donne des indications. Alors là, ce n'est peut-être pas très visible sur l'image, mais dès qu'on révèle une colonne, ici, il y a un +1 de notre couleur qui est indiqué, +1 en vert ici, +1 en rouge ici. Ça veut dire que chaque ordre que je vais utiliser pour cette bannière sera augmenté de 1. Donc, tenir coûtera 2 ordres, la charge en coûtera 3. La seule exception sont les ordres à 0. Ils n'ont jamais de surcoût, ils restent à 0, quoi qu'il arrive. Donc là, dans un cas comme ça où je pourrais peut-être potentiellement encore me battre, si je veux faire une de mes actions, je vais devoir augmenter de 1, sauf pour le 0. Si je voulais, par exemple, faire une charge incontrôlée pour me rapprocher de mon adversaire et tenter une dernière attaque, une ultime attaque, c'est gratuit. Je peux faire ma charge incontrôlée et venir me placer ici si mon adversaire n'utilise pas son interruption et sa réaction, donc, son interruption, ça s'appelle la réaction, mais ça interrompt mon action, je le rappelle. Voilà, de cette manière-là, bien celles-ci sont à 0, quoi qu'il arrive, tout le temps. Une fois donc que toutes les bannières des deux camps ont été activées, que les deux camps ont décidé de passer, on se retrouve sur la dernière phase, la phase de redéploiement. Donc tout simplement, on va rendre nos cartes disponibles sur leur face déployée. On va toutes les rendre accessibles. Et ensuite, on va rendre aussi disponibles tous nos jetons d'ordre restants. Et on repart pour un nouveau tour de jeu en en faisant la phase de chaos, en remettant donc nos ordres dans la boîte, et en déterminant l'initiative, et ensuite en repassant avec les différentes actions. J'en profite aussi pour faire un petit éclaircissement d'une chose qu'on n'avait pas bien compris lors de notre première partie. Si par exemple Ala al-Din est engagé avec Bourgogne, par exemple, Bourgogne a utilisé une charge qui n'a pas été interrompue, Bourgogne se retrouve ici. Ala al-Din décide de fuir, parce qu'il ne peut pas jouer par exemple, il ne peut pas jouer d'ordre, donc il fuit. Résultat, il se désengage. Mais les troupes d'Ala al-Din qui sont ici n'ont pas d'emplacement derrière. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est les troupes de Bourgogne qui vont retourner à leur place de départ. Et maintenant, les deux troupes sont désengagées. Voilà, ça c'est très important aussi, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, puisque cela permet de cette manière de bien comprendre comment est-ce qu'on s'engage ou qu'on se désengage. C'est-à-dire que les troupes, dans ce scénario, les troupes des Ayyoubides ne pourront jamais se déplacer ici. Et elles n'engagent jamais non plus, il n'y a aucun icône d'engagement sur leur carte. Donc elles seront toujours engagées sur initiative des croisés, mais elles pourront se dégager et on reculera donc les troupes des croisés à leurs emplacements d'origine. Il y en a certains qui ne peuvent pas bouger du tout, par exemple Henri II et Lusignan ne bougent pas, on le voit sur leur carte, il n'y a aucun icône blanc, ni d'un côté ni de l'autre, donc ceux-ci ne se déplaceront jamais, ils resteront toujours à leur place, mais tous les autres pourront bouger. De la même manière, par exemple, Saladin qui est ici, n'ayant aucun icône de dégagement, il ne pourra jamais être engagé, ni jamais être dégagé. Il arrive, comme par exemple Saladin justement, que Saladin puisse attaquer en tant que réaction, on le voit, les deux seules actions possibles sont une réaction, donc l'interception, qu'on voit ici, mais il ne peut jamais être attaqué. Comment lui retirer des bannières, puisqu'il en a ici, des lances, pardon, comment... Eh bien, vous le découvrirez en jouant au jeu. Il y a des manières de pouvoir, malgré tout, lui faire perdre des lances et l'éliminer potentiellement de la partie. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué. Allez, je dévoile le secret. À chaque fois que Saladin ne peut plus jouer, il va devoir faire un sacrifice, il va défausser un ordre, et il va en même temps se faire attaquer. Ou quand il fait une interception, pour essayer de protéger quelqu'un d'autre, puisqu'il peut faire une interception sur Richard et sur Bourgogne, eh bien, il pourra aussi perdre des lances de cette manière-là. Et toutes les troupes ont un moyen de... Toutes les bannières, pardon, ont un moyen de perdre des lances en fonction des actions qu'ils vont faire ou qu'ils ne pourront pas faire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va remettre des ordres dans la partie,
on va se retrouver avec de moins en moins d'ordres disponibles pour toutes nos cartes, plus les augmentations de coûts potentielles, puisque par exemple Henri, si on lui fait perdre la majeure partie de ses troupes, là c'est une augmentation de 5. Il faudra placer, pour un ordre à 1, il faudra placer 6 ordres dans la défausse, donc il se pourrait très bien qu'il ne puisse pas effectuer d'action. Donc Henri serait obligé de faire une fuite, et donc se ferait attaquer et récupérerait des lances. C'est là tout le côté stratégique du jeu. Une fois qu'on n'a plus d'ordres disponibles et qu'on n'en a plus du tout ici, qu'ils sont tous dans la boîte, alors par exemple pour la bataille d'Arsouf, celui-ci ne compte pas, hein, il n'est pas disponible, il est prisonnier, il faudra le libérer. Si tous mes ordres sont dans la boîte, je perds immédiatement la partie. Voilà pour ce qui est des règles de Saladin. Je pense que maintenant vous êtes parés, vous êtes prêts à jouer. Pour l'autre scénario, ça se joue de la même manière, mais il suffit d'appliquer les différentes consignes qui sont données dans le scénario, qui sont expliquées dans le livret de règles.